Muchas gracias, merci beaucoup. Et d'abord, pardonnez-moi de ne pas parler espagnol et de ne pas pouvoir vous parler dans votre magnifique langue. C'est aussi... ¿Tienen ustedes interpretación? Si alguien ahí en una cajita a la izquierda, tienen para el que quiera tener interpretación. C'est la belle et difficile expérience de l'Europe. Nous avons une même civilisation, mais une pluralité de cultures et de langues qui font la saveur de nos différences. Et donc, pardon de ne pas pouvoir vous parler en espagnol. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation, remercier l'Université de San Pablo CEU pour l'occasion que vous nous donnez d'échanger sur ces questions fondamentales. Et remercier Isabelle, qui est à la fois une collègue, mais aussi et surtout une amie, de son accueil ici à Madrid. Et remercier les interprètes qui nous permettent d'être en relation malgré cette diversité de langage. Pour commencer cette réflexion, je voudrais vous raconter une petite histoire française. Hier, la justice a rendu une décision à propos, une décision qui pourrait constituer un précédent important dans le droit français. Ça se passe dans un petit village qui s'appelle La Flotte-en-Ré. C'est sur l'île de Ré, très bel endroit. Dans ce village, petit village, il y a à un carrefour une statue de la Vierge Marie. Il y a quelques semaines, un conducteur qui avait peut-être un peu abusé de la boisson est rentré dans la statue et la statue est tombée. Et la commune a fait restaurer la statue. Et la commune a été attaquée en justice parce qu'on lui reproche d'avoir donné de l'argent pour une statue de la Vierge. Et hier, la justice s'est prononcée et a décidé que la statue de la Vierge devrait être enlevée parce que c'est un signe religieux et que c'est contre la laïcité qu'une statue de la Vierge soit sur une place publique. Évidemment, le précédent est très important et je crois que c'est un symptôme supplémentaire de la dérive dans laquelle se trouve notre pays, mais aussi l'Europe tout entière. Isabelle rappelait ce débat sur Noël. Pourquoi avons-nous eu un débat en plénière au Parlement européen sur Noël? Parce que la Commission européenne a publié un guide de la communication inclusive. Et au nom de la communication inclusive, la Commission recommandait de ne plus souhaiter Joyeux Noël, parce que souhaiter Joyeux Noël, ce n'est pas inclusif. Mais la même Commission européenne, un mois plus tôt, finançait une campagne de communication qui disait que la liberté est dans le hijab, parce que c'est inclusif et qu'il faut accepter la diversité. Derrière l'idée de l'inclusion, il y a en fait ce symptôme de notre refus de nos racines et de notre identité. Et ce refus de nos racines est une histoire déjà ancienne qui accompagne la crise européenne, la crise non seulement du projet européen, mais la crise de notre continent tout entier. En 2005, au moment des débats sur la Constitution européenne, le projet d'une Constitution européenne, mon pays, la France, a été au premier rang, et je dois dire d'ailleurs notre famille politique, a été au premier rang pour demander, pour exiger que ne soient pas inscrits dans le projet de constitution européenne les racines chrétiennes de l'Europe, qu'on ne parle pas de ces racines, parce que les racines de l'Europe seraient excluantes. Elles iraient contre, au fond, la diversité des parcours, la diversité des itinéraires qui conduisent aujourd'hui des personnes venues notamment de l'immigration à s'installer dans nos pays qui ne se reconnaissent pas dans notre héritage chrétien. Et c'est l'occasion de vous dire à quel point je suis désolé que mon pays soit si engagé, ait été si engagé dans ce déni de réalité qui nous a fait ne pas nommer les racines de notre Europe, qui ne sont pas seulement chrétiennes, bien sûr. L'Europe hérite directement de l'expérience de la politique née à l'aube de la civilisation grecque dans les cités de la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'Europe est aussi héritière du sens de l'égalité en droit qui a été progressivement imposé au sein de la tradition latine. Mais
L'Europe est aussi, et c'est une certitude, l'enfant de cet héritage chrétien passé par Jérusalem qui a profondément transformé le continent sur lequel nous vivons. Le nom de rue le plus donné en Europe, dans toute l'Europe, le nom de rue le plus donné, c'est rue de l'Église. Et le deuxième nom dans la statistique de l'odonymie le plus fréquent, c'est place de l'Église. Au cœur de toutes nos villes, partout en Europe, il y a une église. Comment ne pas voir ce qui pourtant est sous nos yeux? Comment avons-nous pu en arriver à ce point que nous ne soyons plus capables de dire que nous avons des racines et que ces racines sont chrétiennes? Ce déni de réalité, évidemment, c'est exactement celui qui ouvre la voie à toutes les folies d'aujourd'hui, celui qui nous fait perdre le sens de notre unité, de ce que nous avons en commun, celui qui conduit à l'archipélisation de nos sociétés et à la fracturation de l'Europe dans son ensemble. Et ce déni de réalité, c'est aussi celui qui, paradoxalement, nous empêchera de résister à l'irruption de la religion dans la politique, à l'irruption d'une autre religion qui, elle, ne sait pas distinguer le spirituel du temporel, c'est-à-dire, au fond, que cette incapacité de nommer nos racines nous rend fragiles face à la montée de la tentation islamiste. Si nous ne savons pas dire que nous sommes chrétiens, comment fonderons-nous la laïcité qui est tout entière chrétienne? L'idée même de laïcité vient de la théologie chrétienne. Et l'Europe croit à la laïcité, la France croit à la laïcité parce que la France est la fille de l'Église et que l'Europe est née du christianisme. Et je crois qu'au fond, nous sommes devant un défi politique majeur. Il y a bien sûr un défi pour le christianisme, mais ce n'est pas celui dont nous parlons aujourd'hui. Il y a un défi politique majeur qui est celui de retrouver le sens de notre identité et de retrouver le sens de nos racines. Emmanuel Macron a fait un grand discours il y a quelques années au Bernardin, un lieu qui avait été créé inauguré par Benoît XVI. Il a fait un grand discours devant les évêques de France et il leur a dit « Le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe n'a aucun intérêt, parce que les racines, elles sont peut-être mortes. Ce qui m'intéresse, a dit Emmanuel Macron, ce ne sont pas les racines, c'est la sève. Je veux me tourner vers l'avenir. » Emmanuel Macron avait installé au début de son mandat cette espèce de dialectique politique, le nouveau monde qui doit remplacer l'ancien. Le cœur du progressisme est là. Pour aller vers l'avenir, il faut se détourner du passé. Pour inventer notre futur, il faut révoquer l'héritage. Eh bien, moi, je dis tout simplement, nous savons que toute personne qui, dans sa vie, a un jour planté un arbre, sait qu'il n'a aucune chance d'avoir de la sève s'il n'a pas d'abord des racines. Et le défi pour l'Europe est là. Nous sommes placés dans ce moment de crise profonde, dans ce moment que, Isabelle, tu décrivais à travers le relativisme actuel. C'est ce relativisme, au fond, qui nous fait ne pas voir l'évidence sous nos yeux. C'est ce relativisme qui nous promet la tolérance et qui, en réalité, a restreint comme jamais l'espace de la liberté. Ce relativisme qui fait la fragilité de la liberté, pour reprendre le travail que vous avez développé. Au fond, comme professeur de philosophie, j'ai toujours été très marqué de l'ampleur du relativisme qui pèse aujourd'hui sur les esprits. Lorsque je commençais mon cours de philosophie avec mes élèves et que je leur demandais au début de l'année ce qu'est la vérité, comment ils définiraient la vérité, eh bien, systématiquement, à chaque fois, les élèves commençaient par répondre que la vérité dépend des gens. Chacun a sa vérité. Ce qui n'est même pas une tentative de définition, juste une manière de nous protéger devant l'idée dont nous avons tellement peur qu'il pourrait bien n'y avoir qu'une vérité qui soit la même pour nous tous. Et pourtant, c'est cette vérité qui donne un sens au dialogue. C'est la recherche d'une vérité qui nous est commune, d'une vérité qui est le premier de nos biens communs, qui donne un sens à la conversation, y compris dans l'expression des désaccords qui peuvent survenir entre nous. C'est la recherche de la vérité qui donne un sens à la démocratie. Car s'il n'y a pas une vérité que nous recherchons ensemble, alors pourquoi débattre? Pourquoi dialoguer? Pourquoi les parlements? Pourquoi les assemblées? S'il n'y a pas une vérité qu'il importe de trouver, alors il ne s'agit plus dans la démocratie que d'une sorte de lutte entre ceux qui sont les plus nombreux et ceux qui sont les moins nombreux, une sorte de combat d'intérêts qui s'opposent entre la majorité
et la minorité. Ce relativisme atteint l'Europe dans le moment le plus critique. Nous sommes, écrivait Ancionas dans le principe responsabilité, nous sommes parvenus dans le moment du plus grand pouvoir avec la plus petite idée du « à quoi bon ». La technologie, la science nous offrent aujourd'hui le pouvoir le plus étendu et nous traversons cette crise intérieure profonde, une crise politique qui est d'abord une crise intellectuelle, une crise spirituelle. Nous avons le plus grand des pouvoirs et la plus petite idée du « à quoi bon ». Et je crois qu'il faut nous rendre compte de l'ampleur du risque qui est devant nous, de la fragilité dans laquelle nous sommes, de l'ampleur du défi que nous avons à relever ensemble. Dans les années qui viendront, puisque la question est celle du rôle des chrétiens en politique, dans les années qui viendront, nous allons avoir à trancher une question politique absolument inédite dans l'histoire de l'humanité. Nous allons devoir décider de l'avenir de la condition humaine elle-même. Toute l'histoire de l'humanité a été une longue lamentation contre la finitude de la condition humaine, contre les limites que représente le fait que nous soyons des individus marqués par les grandes frontières que sont le sexe et la mort. Parce que nous sommes marqués par ces frontières, nous savons que nous ne sommes pas tout, que nous ne sommes pas tout puissants, nous savons que nous ne pouvons pas donner la vie seuls, nous savons que nous devrons mourir un jour. Et ceci constitue les grandes épreuves de l'histoire de l'humanité. Ces épreuves durent depuis toujours. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technique et la science nous proposent aujourd'hui des moyens de repousser ces frontières, peut-être de les abolir. Nous le voyons déjà aujourd'hui dans mon pays, par exemple, c'est le cas aussi sans doute dans le vôtre, les débats sont de plus en plus fréquents sur la question précisément de ces deux frontières. Et au fond, alors que nous parlions toujours de transhumanisme comme d'une réalité très lointaine, nous le voyons s'accomplir sous nos yeux avec les transformations des techniques, par exemple, de procréation médicalement assistée. Demain, nous parlerons d'euthanasie, nous parlerons aussi, pourquoi pas, de la mort, de manière de maîtriser la mort, de manière de mettre la mort dans notre pouvoir. Au fond, nous sommes en train de voir se dessiner le grand défi politique du XXIe siècle qui sera celui de l'avenir de la condition humaine. Et c'est un défi mondial, c'est un défi mondial. Dans ce défi mondial, l'Europe a une responsabilité immense, parce que l'Europe est le continent, l'Europe est la civilisation qui a mûri pour le monde l'idée même de la dignité humaine. Parce que ce triple héritage, ce conte de 3 cités, comme disait George Steiner dans Une certaine idée de l'Europe, ce triple héritage d'Athènes, de Rome et de Jérusalem est celui qui a vu naître l'idée de la dignité absolue de la personne humaine. Bien sûr, l'Europe n'a pas été toujours fidèle à cette idée. C'est évidemment nécessaire de le rappeler. Bien sûr, cette idée a fait son chemin lentement, dans la douleur et dans bien des contradictions. Il n'en reste pas moins que c'est en Europe qu'a été affirmée la certitude de la valeur absolue de la personne humaine. Et cette dignité de la personne humaine, nous allons devoir la rappeler face au nouvel anti-humanisme que sera la promesse du transhumanisme, face au nouveau déni de l'humanité qui s'annonce avec la volonté non plus de soigner, de guérir et de réparer l'humain, mais de vaincre la limite du corps humain, de vaincre la condition humaine elle-même. Et dans ce défi, l'Europe aura une responsabilité immense, et dans notre Europe, ceux qui sont les dépositaires de cet héritage qui a vu naître notre civilisation auront une responsabilité immense. Je crois qu'il faut se rendre compte, au fond, du caractère très grave, très sérieux, au fond très décisif au sens le plus fort de ce terme, des années que nous vivrons, que notre génération vivra. Et je voudrais dire simplement à tous les étudiants en particulier qui sont ici, que ce qu'ils sont en train d'apprendre dans ces lieux, que les années qui sont consacrées à leur formation personnelle sont déjà un service rendu au combat qu'ils devront mener pour l'avenir de la dignité humaine et de la condition humaine elle-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être une remarque pour commencer.
nous sommes une minorité, mais nous sommes face à une minorité. Les réformes qui sont aujourd'hui imposées par l'agenda progressiste ne sont pas majoritaires dans nos sociétés. Isabelle, tu parlais du rapport Matic. Le rapport Matic, par exemple, disait qu'il est très important, messieurs, vous êtes concernés, que les hommes aient le droit de faire l'expérience de la grossesse, parce que sinon, ce serait très injuste. Il y a une toute petite minorité qui défend des idées comme celle-ci dans notre continent aujourd'hui. Et si ce rapport avait été soumis à tous les citoyens européens, il est absolument certain qu'il ne serait jamais passé. Donc, nous devons aussi, je crois, avoir confiance dans le fait que nos sociétés ne sont pas prêtes spontanément à épouser cet agenda très radical qui leur est proposé. Vous évoquiez le phénomène du wokisme. Je le disais tout à l'heure, le relativisme contemporain est extrêmement intolérant. Et c'est par cette intolérance qu'un agenda comme celui-ci fait son chemin dans le monde politique. Au fond, il y a une petite minorité de nos collègues au Parlement européen qui passe son temps à se battre pour faire avancer ces idées. Nous sommes peut-être aussi une minorité à tenter de nous y opposer. Et une grande majorité de nos collègues ont seulement peur d'être du mauvais côté de l'histoire et s'abandonnent d'une certaine manière au vent dominant. Mais nous ne sommes pas face à une demande massive. Ces réformes sociétales, elles ne sont pas le fait d'une demande massive de nos contemporains. Donc c'est, je crois, la première chose qu'on peut dire. La deuxième, c'est où faut-il aller pour être efficace? Immense question. Et je crois que là, nous sommes dans le domaine de ce qu'Aristote appelait la vertu de prudence. La prudence, c'est ce que nous avons besoin de trouver dans le clair-obscur du réel. Nous devons tenir, si nous sommes fidèles à ce que nous devons être, nous devons tenir à des principes très clairs. Vous avez rappelé les principes non négociables. Il y a des choses que nous n'avons pas le droit de taire parce que c'est trop important. Mais ensuite, sur la manière de les faire valoir, je crois qu'il n'y a pas d'évidence. Et la première des choses que nous devrions sans doute apprendre, c'est le sens de l'unité au-delà de la diversité de nos choix en termes d'engagement politique. Ça me semble être fondamental. Nous passons souvent plus de temps à nous battre les uns contre les autres qu'à tenter de combattre l'agenda défendu par nos adversaires intellectuels. Et il m'est très souvent arrivé, depuis que moi aussi je suis entré en politique récemment, je n'étais pas non plus membre d'un parti politique avant l'élection européenne, lorsque je suis devenu tête de liste pour les Républicains dans mon pays, il m'est souvent arrivé de me dire, comme le veut le mot de Bismarck, que Dieu me protège de mes amis et mes ennemis, je m'en occupe. Et je crois que si nous avons, et je partage votre sentiment, le sens de la gravité de ce qui est en jeu aujourd'hui, je vous le disais, c'est-à-dire, vous disiez à l'instant, la survie de notre civilisation. Et moi, je crois, je le disais tout à l'heure, que dans la survie de notre civilisation, ce qui est en jeu, ça n'est pas seulement la survie de notre civilisation. Après tout, les civilisations sont des constructions humaines, elles sont belles, elles sont mortelles, et la nôtre pourrait mourir. Ça n'empêchera pas que la vérité continue de faire son chemin. Mais aujourd'hui, je crois que la civilisation européenne doit absolument être préservée, parce que c'est à elle qu'il appartient de défendre le sens de la dignité humaine qui est au cœur des débats qui vont traverser le monde. L'avenir du monde, sans aucun doute, se jouera dans notre capacité de faire survivre cette civilisation dont nous avons hérité. L'avenir de l'homme se jouera comme il s'est déjà joué en Europe, et je crois qu'il se joue quelque chose d'absolument fondamental. Donc, nous devons absolument défendre cet impératif essentiel. Mais si on prend conscience de la gravité de ce qui est en jeu, nous n'avons pas le droit d'épuiser notre énergie dans des querelles inutiles. Nous ne faisons pas nécessairement les mêmes choix. Nous n'avons pas forcément la même appréciation du lieu où il faut aller pour défendre nos principes.
Et moi, j'ai de l'admiration et de l'estime pour, dans le Parlement européen, des collègues de notre groupe, comme Isabelle, avec qui je me bats au sein du PPE, comme pour des collègues d'autres groupes, comme Margarita Della Pisa, qui est ici, par exemple, et qui, avec un très grand courage, défend les principes auxquels nous sommes attachés dans une commission où elle est au cœur de ces enjeux. Et nous ne sommes pas du même groupe, ça ne m'empêche pas d'avoir une estime profonde et sincère pour ce courage. Je crois qu'il faut qu'on arrive à vivre ça, ce sens de l'unité, il est fondamental. La question des partis politiques, c'est une question de choix prudentiel, c'est une question de choix d'efficacité, encore une fois. Et on peut avoir des appréciations différentes sans pour autant faire de nos désaccords politiques une occasion de jugement moral perpétuel. Et je crois que c'est un sujet fondamental. Je termine en disant un dernier mot. Nous sommes une minorité. Comment est-ce que nous allons réussir à irriguer de nouveau les sociétés dont nous héritons de cette vérité à laquelle nous tenons? Bien sûr, nous devons mener le combat politique, mais nous devons aussi savoir, et nous devons tous en être conscients ici, c'est très important, que les véritables changements ne viennent jamais de la politique. Les grands changements qui traversent une société viennent toujours de ce qui transforme le regard des personnes sur le monde qui les entoure. Les grands changements, les vrais changements viennent toujours de la culture, viennent de la parole, Et on peut le regarder comme chrétien, mais même indépendamment de tout acte de foi. Le plus grand événement de l'histoire de l'Occident, le plus grand événement sans doute de l'histoire de l'humanité, c'est la prédication du Christ. Il s'est joué là quelque chose qui a transformé l'histoire du monde. Même Nietzsche, qui, on le sait, était un adversaire résolu du christianisme, avait une estime infinie pour la manière dont le Christ avait transformé le monde. Et comment le Christ a-t-il transformé le monde? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, toutes nos villes et tous nos villages sont construits autour d'une église, que le christianisme a irrigué nos conceptions juridiques, nos cultures, nos langues, notre manière de vivre? Comment le Christ a-t-il transformé l'histoire de notre civilisation et du monde tout entier? Eh bien, par la parole. Quand on lui a proposé la couronne, il s'est enfui. N'idolâtrons pas la politique. Je suis frappé en France, peut-être est-ce le cas en Espagne, que beaucoup attendent qu'un jour, un responsable politique vienne sauver la situation. Mais la vérité, c'est que la seule chose qui transforme le monde et qui pourra le sauver, c'est toujours, aujourd'hui comme hier et demain comme aujourd'hui, c'est toujours le lent, patient et long travail de la parole qui change le regard que les hommes portent sur le monde et qui, en le transformant, finit par changer à la fin la politique qui est menée. Aujourd'hui, sur le terrain politique, nous sommes à contre-courant. Pourquoi? Parce que nous avons déserté le travail de la parole, parce que nous avons déserté le monde de la culture. Nous avons abandonné tous les métiers de la parole. En France, en tous les cas, c'est particulièrement frappant. Le monde des médias, le monde, par exemple, l'Église, partout où elle est allée, elle a commencé par investir dans les écoles et les universités. L'Église a inventé l'université. Et c'est dans les lieux où nous sommes que le monde change. Pas dans les hémicycles. Les hémicycles, ça vient après, ça vient plus tard, ça vient trop tard d'une certaine façon. Quand un débat arrive sur le terrain politique, c'est que d'une certaine manière, la vraie bataille a déjà eu lieu, que la maturation a déjà opéré. Quand 90% d'une société est convaincue que l'euthanasie est nécessaire, l'euthanasie se fera et nous pourrons protester, mais l'euthanasie arrivera. Si nous voulons réussir à changer les choses en profondeur, il faut commencer par ouvrir les yeux de nos contemporains sur l'infinie beauté de la vie humaine, jusque dans la fragilité, jusque dans l'épreuve, jusque dans la dépendance absolue. Et à ce moment-là, nous aurons des politiques qui respecteront profondément la dignité humaine. Donc, surtout n'idolâtrons pas la politique. Il faut que des chrétiens entrent en politique, il faut que nous soyons présents en politique parce que la politique est aussi un métier de la parole. Comme parlementaires, nous faisons un métier de la parole et nous pouvons avoir un rôle dans la culture. Mais à la fin, ne croyons pas que la politique change le monde. La politique ne change pas le monde, elle ne l'a jamais changé. C'est la parole qui change le monde, toujours. Et il faut réinvestir maintenant les métiers de la parole si nous voulons que
dans des années, dans plusieurs décennies, nous retrouvions la vie de cette civilisation et qu'elle puisse irriguer de nouveau, y compris les décisions politiques qui seront décidées demain. Pour cela, encore faut-il avoir le sens du temps long et du temps très long. Encore faut-il que nous retrouvions l'inspiration de la civilisation européenne, celle qui a été construite par les bâtisseurs de cathédrales, qui savaient qu'en commençant leur œuvre, leur seule certitude était qu'ils ne la verraient pas achevée. C'est la même chose pour le travail de la parole. Au fond, tout se joue dans l'enseignement, tout se joue dans le monde des médias, dans le monde de la culture, qui transforme la réalité. Qui fait aujourd'hui la réalité de nos sociétés? Que pensent les gens qui sont aujourd'hui à la tête de Netflix? Quelle est leur idéologie? Netflix est en train de changer le monde. Et c'est la vérité de la culture que nous avons malheureusement perdue, alors que dans toute l'histoire de l'Église, dans toute l'histoire du christianisme, le christianisme a d'abord opéré à partir de la culture. Nietzsche écrivait dans Ainsi parlait Zarathustra, et c'est un peu son autobiographie intellectuelle, cette petite phrase, parce qu'il est beaucoup plus le père de notre époque que beaucoup de politiques. Nietzsche écrivait « Ce sont les paroles les plus silencieuses qui sèment la tempête, et les pensées qui mènent le monde viennent sur des pattes de colombe. » À nous de retrouver aujourd'hui le sens de l'urgence du long terme, la seule urgence qui compte, l'urgence de la transmission, d'une parole silencieuse et discrète, celle qui se vit tous les jours dans cet amphithéâtre et qui, en réalité, est capable de changer le monde.